Voici donc un contenu supplémentaire au sujet d'une réparation en électronique concernant ceci. Donc ça, c'est un programmateur de microcontrôleur ICSP, un Pickit 3, qui a coûté même pas 10 euros port compris sur un site chinois très célèbre. Ça m'a donné une parfaite satisfaction durant les 6 premiers jours d'utilisation jusqu'à ce qu'il tombe subitement en panne. Je vais donc dans cette vidéo expliquer ce qui m'est arrivé. On verra ensuite la recherche de panne suivie de la réparation. Et comme je ne suis pas sûr de savoir exactement ce qui a pu provoquer la défaillance, j'émettrai en fin de vidéo une hypothèse quant à ce qui a pu, à mon avis, se produire et vous donnerai éventuellement votre avis sur ce qu'elle vaut. Alors, bien que ce truc-là coûte très peu cher, j'ai préféré tout de même, quoi qu'il arrive, faire de la recherche de panne et tenter une réparation, même si la recherche prend du temps. Parce que c'est vrai que pour moins de 10 euros, on peut se dire « Ah bah j'en commande un autre immédiatement ». Autant faire vite, vu les délais de livraison depuis la Chine, et puis ce sera réglé. Sauf que quand on n'est pas sûr de savoir ce qui a cassé, et qu'on commande un nouveau truc identique, le nouveau risque de casser, et peut-être ainsi de suite, et à ce moment-là, ça peut commencer à coûter cher, et de toute manière, c'est pas très futé. Que s'est-il passé? J'étais en train de me servir de ce programmateur, c'est-à-dire qu'il était branché au niveau de la prise USB dans l'ordinateur, et en même temps, au niveau du connecteur ICSP, raccordé à mon montage qui comportait le microcontrôleur que je voulais programmer. J'ai fait des centaines de programmations en quelques jours avec ce truc-là, parce que j'étais en train de débugger un projet. Ça marchait très bien, et puis à un moment donné, j'ai voulu faire une programmation supplémentaire, et le logiciel qui pilote ceci me dit qu'il y a un problème de communication, que ça ne marche pas. Je regarde l'appareil et je me rends compte que les LED se sont quasi complètement éteintes. Elles n'émettent plus qu'une très faible luminosité, ce qui laisse penser qu'il y a un problème d'alimentation peut-être. Je débranche le machin d'urgence et en essayant de le débrancher, je le saisis et je me rends compte que oula, c'est un petit peu chaud, alors qu'il me semblait qu'habituellement ce truc-là ne dégageait pas de chaleur de manière perceptible en tout cas. Je le laisse refroidir, je le rebranche, alors en l'ayant débranché de mon montage, au cas où c'est mon montage qui pose problème, et puis là, même tout seul branché sur le port USB, les LED sont toujours allumés très faiblement, et en plus de ça, il se remet à chauffer. Donc, je décide de le démonter et de commencer les recherches que je vais maintenant vous expliquer. L'inspection visuelle des composants et des pistes ne permettait de déceler aucune anomalie. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, j'ai réalimenté la carte et ça m'a permis de me rendre compte qu'une des zones se mettait à chauffer énormément au bout d'environ 2 secondes seulement d'alimentation. Cette zone de surchauffe correspond à l'emplacement de cette pièce-là. Il s'agit d'un régulateur de tension linéaire. Il sert ici à passer des 5 volts apportés par le port USB à 3,3 volts. J'ai donc commencé à partir d'ici à faire des mesures de résistance sur la carte en laissant les composants soudés, ce qui veut dire que les résultats sont toujours à prendre avec des pincettes. J'avais commencé par mesurer la résistance entre la masse et l'entrée 5 volts de l'USB. Aucun problème puisque je tombais sur une résistance très élevée. En revanche, entre masse et plus 3,3 volts, je tombais sur environ 200 milliohms, ce qui veut dire qu'il y avait un souci puisque si on divise 3,3 volts par cette valeur-là, on comprend que le régulateur de tension, s'il est vivant, doit débiter sur l'équivalent de pratiquement un court-circuit. Alors la question était de savoir si cette résistance trop basse était due à un claquage interne du régulateur ou à un claquage de la charge ou des charges qui sont branchées en aval de ce régulateur. Pour essayer de déterminer si c'était l'une ou l'autre des possibilités, je me mets à dessouder ce régulateur de tension et je remesure la résistance entre masse et 3,3 volts. Je retombe sur ma résistance très faible, ce qui me fait conclure que le régulateur n'est pas en cause.
Je décide donc de le ressouder et d'essayer ensuite de déterminer ce qui avait pu éventuellement casser comme composant et provoquer un court-circuit sur le bus de 3,3 volts. Dans pareil cas, les composants que je soupçonne sont, pour commencer, les circuits intégrés ou éventuellement des transistors qui peuvent se mettre en court-circuit. Pour essayer de savoir ce qui ne va pas, je décide de dessouder un par un les composants soupçonnables, c'est-à-dire que je dessoude un composant, je remesure la résistance entre masse et 3,3 volts, et si elle est toujours aussi basse, j'en conclus que le composant dessoudé n'est pas la cause du problème, et je le ressoude en faisant gaffe à ne pas me tromper de sens, et je continue ainsi de suite, jusqu'à ce que je tombe sur le composant dessoudé qui provoque une remontée de la résistance à une valeur qu'on peut considérer comme normale. Alors bien sûr, quand on entreprend de faire ça, on ne commence pas par les composants qui sont les plus difficiles à dessouder, comme celui-ci puisqu'il a beaucoup de pattes très fines, puisque bien sûr après on va devoir aller entre guillemets s'amuser à aller les ressouder. J'ai commencé par les deux mémoires qu'on a ici, elles n'ont pas fait disparaître le court-circuit. En revanche, en dessoudant ceci et ceci, le court-circuit avait disparu. J'ai ensuite essayé de réalimenter l'appareil et j'ai été content de voir à ce moment-là surallumer les LED témoins. J'ai essayé de communiquer avec le périphérique via le logiciel adéquat. Ça semblait répondre correctement, ce qui voulait dire que le microcontrôleur principal ici n'était pas grillé. J'ai été très embêté au début puisque les composants qui avaient claqué, bien que comportant un marquage, ce marquage ne permettait d'accéder à aucun datasheet connu. Je ne pouvais donc pas savoir ce que c'était que ces pièces-là et encore moins par quoi les remplacer. En désespoir de cause, je me suis mis à chercher sur internet un schéma de Pikit 3, sachant que ces appareils-là ne sont pas des appareils officiels mais des copies, et je suis tombé sur un site qui fournissait un schéma électrique. Ce site fournissait en même temps un schéma d'implantation des composants sur la plaque qui m'a fait tout de suite déchanter puisque l'emplacement des composants sur la photo du site ne correspondait pas du tout à l'implantation des composants que moi j'ai ici. Je me suis donc dit qu'il devait y avoir plusieurs versions, mais comme je n'avais rien d'autre à quoi me raccrocher, j'ai quand même étudié ce schéma électrique. Il est très intéressant puisque on aperçoit ici trois composants à 6 broches, au-dessus desquels il est écrit Level Shifter. Level Shifter qui veut dire en français translateur de niveau, sous-entendu de niveau de tension. Et effectivement, il ne serait pas absurde d'avoir pas très loin du port ICSP des translateurs de niveau intercalés en quelque sorte entre le microcontrôleur qu'on veut programmer et ce microcontrôleur-là qui fonctionne en 3,3 volts, alors qu'on peut avoir là-dessus un montage qui fonctionne sous 5 volts. Les composants présentés sur ce schéma comportent une référence d'indiqué connu qui mène à un datasheet, et donc à partir de là, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des correspondances entre les broches. Alors j'ai été content puisque l'emplacement de la borne masse sur mon circuit ainsi que de la borne d'alimentation VCC correspondait au brochage de ces composants-là. J'ai réussi à en avoir 10 pour moins d'1,80 € port compris. J'étais pas sûr que ça corresponde, mais vu le coup de Hézoir, je me suis dit, on tente le coup. Je les ai ressoudés sur la plaque et ça a fait refonctionner le Pikit 3. Maintenant que ceci remarche parfaitement, demandons-nous ce qui a pu lui arriver. Alors voici comment la situation se présentait au moment où tout a foiré. On avait le secteur qui alimentait l'ordinateur, qui intègre une alimentation à découpage. Ceci alimentait le Pikit 3 via le port USB. Le Pikit 3 était raccordé au montage qui comporte le microcontrôleur que je voulais programmer via la liaison ICSP. Et ce montage-là était lui-même alimenté par une petite alimentation à découpage raccordée au secteur.
Et c'est peut-être le fait d'avoir eu quelque part le PIC-IT 3 qui s'est retrouvé en quelque sorte pris en étau entre deux alimentations à découpage branchées sur le secteur qui a provoqué un claquage. Pourquoi? Eh bien parce que les alimentations à découpage fonctionnant à fréquence élevée comportent des capacités parasites, des couplages capacitifs entre le côté secteur et le côté dit très basse tension. Et à ces fréquences-là, ces capacités parasites, ces couplages capacitifs peuvent véhiculer des courants qu'on peut parfois ressentir avec les doigts. Et peut-être que ceci a provoqué un stress en tension suffisant pour faire péter des semi-conducteurs que sont les level shifters. À mon avis, c'est un truc comme ça qui a pu se produire. À l'avenir, pour essayer que ça ne puisse plus arriver, je vais alimenter désormais le montage sur lequel je programme, soit par une source de tension que je peux considérer comme étant totalement isolée du secteur, c'est-à-dire des piles, des accus ou une batterie, ou alors je m'autoriserai éventuellement, pour éviter les problèmes d'autonomie, le remplacement de l'alimentation à découpage par une bonne vieille alimentation linéaire avec un transformateur fonctionnant en 50 Hz, certes plus encombrant, mais qui ne pose pas du tout les mêmes problèmes à des échelles bien moindres de couplage capacitif et donc de fuite de courant trop importante éventuellement du secteur vers la sortie. Et on verra si avec cette nouvelle stratégie d'alimentation, le PIC-IT 3 arrive à survivre plus longtemps. J'ai un dernier mot à ajouter au niveau de ce produit-là, puisqu'il a un aspect qui me contrarie énormément, c'est qu'il n'y a pas d'isolation galvanique entre le port USB et le connecteur ICSP, sur lequel on vient raccorder un montage qui est souvent construit par quelqu'un d'amateur, qui peut donc comporter des erreurs plus ou moins graves, et on peut donc potentiellement, en cas de fausse manœuvre, se retrouver avec ici 12 volts, 24, peut-être 48 volts ou plus, qui, en cas d'incident, pourraient se retrouver injectés dans le PIC-IT 3 et éventuellement remonter dans l'USB pour atteindre l'ordinateur et faire des dégâts dont il est difficile d'imaginer l'ampleur. On peut peut-être griller un ordi qui coûte des centaines d'euros, voire plus. Et cet aspect-là est donc assez inquiétant, ce qui veut dire qu'avec ce truc-là, il faut faire très attention à ce qu'aucune surtension ne puisse se produire au niveau du montage qu'on aura fabriqué. Alors je ne sais pas si cette absence d'isolation galvanique est spécifique à ces copies chinoises et qu'il y aurait dans les versions officielles des optocoupleurs assurant le transfert de données tout en assurant l'isolation galvanique. Peut-être qu'il n'y a pas d'optocoupleur ici pour faire des économies sur la construction et qu'il y en a sur la version officielle. Je ne sais pas, mais c'est une question dont la réponse m'intéresserait pas mal. Voilà, et ce sera la manière de conclure cette vidéo. J'espère que ce contenu pourra éventuellement vous être utile et je vous dis à une prochaine fois.